collectivité avec le fournisseur que vous connaissez peut-être tous et toutes, qui est l'entité nationale. Et après, il y a des entités régionales où on a des activités que je vous présente juste après. Donc voilà, historiquement, on est fournisseur d'électricité. On vend de l'électricité 100% renouvelable à partir de plus de 300 producteurs en France. En Nouvelle-Aquitaine, on en a 36 producteurs. En Nouvelle-Aquitaine, on produit plus de 100% de notre consommation. Donc on produit plus qu'on consomme. Et au niveau national, on produit 20% en plus de ce qu'on consomme. Donc on est toujours en surproduction qu'en consommation. On est on devient producteur d'électricité. On est lié à 300 producteurs, mais qui nous disent nous on veut des marchés liés on veut des contrats liés au marché. Donc c'est pas trop ça qu'on veut. Nous on veut vendre de l'électricité à coût de production. Donc les producteurs ne veulent pas jouer le jeu. Nous on va faire nos propres moyens de production. Donc on développe ça notamment en Nouvelle-Aquitaine. Je m'en occupe. Voilà, je développe des petits parcs au sol, notamment dans le 64 et les Landes, mais j'ai un collègue qui va s'occuper du nord de la région. Donc, ça revient. Et on est aussi accompagnateur, et c'est dans ce cadre-là notamment que j'ai des échanges avec Fabrique à Watt, où on accompagne les collectivités et les collectifs citoyens à faire émerger des projets d'énergie renouvelable, principalement photovoltaïque, en autoconsommation collective ou en vente classique en totalité sur le réseau. Donc ça, je vais passer rapidement. On est 100 000 clients partout en France. On a, je disais, plus de 300, mais on est plus de 400 producteurs. Et donc, on est 200 salariés partout en France. Donc, le sujet d'autoconsommation collective, et vous me dites, maître du temps, c'est ici. Vous me dites, hein, parce que je peux parler, c'est un sujet que j'aime bien. Et il y a quelques slides, donc je vais aussi accélérer et on pourra se faire un temps d'échange à la fin. Donc les éléments clés de l'autoconsommation collective. Qui connaît l'autoconsommation collective et qui pourrait définir l'autoconsommation collective? Si vous êtes timide, je peux faire la réponse. Hein. Il y a Paul. Eh ben oui, mais en fait, il a fait exprès de pas venir parce que sinon, il aurait eu réponse à toutes les questions. Du coup, Paul aurait répondu l'autoconsommation collective, c'est consommer à plusieurs l'électricité produite par un ou plusieurs sites de production, une ou plusieurs centrales. Donc, en 2016, il y a une ordonnance qui est sortie. Donc, à partir de 2016, dans la loi, on a commencé à parler d'autoconsommation collective. 2017-2018, ça a été les décrets d'application. Donc, on va dire 2018, on peut partager de l'électricité dans un périmètre donné. Donc c'est tout nouveau. Avant, il n'y avait que les fournisseurs d'électricité qui pouvaient vendre de l'électricité. Maintenant, dans un périmètre donné, on peut faire de l'échange, de la vente ou du don d'électricité. Quel est ce périmètre-là? Quelqu'un a-t-il la réponse? On me fait signe. Oui, c'est un périmètre de 2, on appelle ça périmètre, mais c'est plutôt une distance maximale entre deux participants et participantes de 2 km. Donc un moyen de production et un consommateur, il faut qu'il y ait 2 km. S'il y a 3, on ne pourra pas faire d'autoconsommation collective. Par contre, il peut y avoir des dérogations possibles dans les zones rurales. Je vais vous parler d'un projet en Pays Basque où il y a eu la dérogation. Ici, je n'ai pas regardé les codes INSEE, c'est par rapport au code INSEE. Angoulême, ça paraît compliqué, mais aux alentours, pourquoi pas. On forme une communauté énergétique. Vous allez en entendre beaucoup parler dans les années à venir. L'Europe pousse à faire des communautés énergétiques citoyennes, renouvelables, où il y aura de la vente d'électricité ou d'autres énergies et d'autres services associés. Je vous invite à suivre cette actualité-là qui pourrait être intéressante pour les collectifs citoyens. Les différents flux dans une opération, c'est comme une opération d'autoconsommation. Donc, lorsqu'on soutire du réseau de notre prise d'électricité, on appelle ça de la low consommation. Donc, c'est l'électricité qu'on consomme comme d'habitude. Après, on a l'autoconsommation, donc c'est-à-dire que c'est l'électricité qu'on consomme qui a été produite sur le bâtiment, sur soit notre bâtiment, soit le bâtiment voisin. Et après, le surplus est injecté
sur le réseau. Donc, ça, c'est les différents flux dans les opérations d'autoconsommation et d'autoconsommation collective. Le fonctionnement de l'autoconsommation collective, c'est donc des producteurs et des consommateurs qui sont regroupés au sein d'une personne morale organisatrice. C'est une entité juridique qui est soit une association, soit une SIC ou une SAS. En fait, c'est toute une entité juridique qui peut avoir des adhésions. Donc, une SAS, on peut prendre des parts, des actions. Une SIC, on peut prendre des parts. Voilà. Les consommateurs, eux, vont acheter l'électricité locale auprès des producteurs. Acheter ou on va leur donner. Mais c'est pas toute cette production locale va pas leur suffire, donc ils vont devoir toujours avoir leur contrat auprès de leur fournisseur d'électricité. Donc ça, même si on arrive dans une opération d'autoconsommation collective, on n'est pas obligé de changer de fournisseur d'électricité. Derrière, il y a des moyens de production, les producteurs ou les productrices, qui, eux, vont vendre l'électricité, faire du don, mais aussi vendre le don ou donner le surplus, pardon, vendre le surplus ou donner le surplus au réseau électrique. Donc on voit les différents flux macroscopiques et tout ça est orchestré au sein d'une personne morale organisatrice. Je vais y revenir après. Le principe, comment ça fonctionne, on sait, vous le savez peut-être, l'électricité va au plus court. Donc l'électricité, c'est comme l'eau. Quand elle descend de la montagne, elle va au plus court. Sauf qu'il y a des cailloux et donc des fois elle fait des petits contournements ou autre. L'électricité, si elle est produite ici sur ce bâtiment, elle va aller physiquement au bâtiment voisin. Là, on parle d'un périmètre d'une distance qui peut être de 2 km. Et l'électron, on ne va pas lui dire, en fait, tu vas aller chez le voisin à 2 km là-bas et voilà. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tout se passe avec les compteurs communicants, les Linky. Donc, ils peuvent être décriés ou pas. Dans ce cas-là, c'est quand même intéressant. C'est numériquement, Enedis, on va lui dire, j'affecte un quart de la production à ce consommateur-là. Et donc Enedis, avec des tableaux et avec les compteurs communicants, va affecter 25% de la production à ce consommateur-là. On appelle ça les clés de répartition. On va y revenir après aussi, c'est la personne morale organisatrice qui fixe les clés de répartition, donc comment on répartit la production auprès des consommateurs. Et là, voilà, le principe, c'est vraiment les compteurs Linky et les flux sont reconstitués un mois après, dans le mois après consommation, après production. Enedis renvoie à la personne morale organisatrice les flux et c'est elle qui valide les clés de répartition qui ont été fixées. Ce que vous pouvez retenir, ce que je parle un petit peu, les différentes caractéristiques, c'est vrai. Ça, c'est vraiment ça que vous pouvez retenir. Donc, on peut faire de l'autoconsommation collective avec n'importe quelle énergie. Moi, j'ai préféré me laisser seulement les énergies renouvelables. On peut faire ça avec une génératrice diesel ou avec du nucléaire, si vous voulez. Donc, peut-être les prochains moyens, petits moyens centrales là, que Macron nous a promis, peut-être qu'on pourra faire du nucléaire citoyen. C'était, bah oui, NRCOP, on est parti sur le nucléaire et on fonce. Non, ça me fait plaisir votre réaction. Du coup, la puissance maximale, c'est 3 mégas. Donc là aussi, c'est dur à les atteindre plus ou moins, ça dépend des porteurs. Cette puissance devrait être rehaussée à 5 mégas. On est sur tout le réseau électrique Enedis. On n'est pas sur RTE, la HTB, très haute tension, on ne pourra pas faire d'autoconsommation collective, mais après, sur tout le réseau Enedis, on peut en faire. Voilà. Un peu le cœur, et c'est la personne morale organisatrice, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est un peu là où vous pouvez avoir de la sensibilité, parce qu'elle peut être portée par un collectif citoyen, et notamment vous. Donc, la personne morale organisatrice, c'est elle qui fait le lien avec Enedis. C'est vraiment la structure au centre qui dit à Enedis, moi je veux gérer l'opération de cette manière-là. Oui. La personne morale organisatrice, ça pourrait être Fabrique à Watt. La SIC Fabrique à Watt, exactement, parce qu'il y a des parts sociales, donc toutes les entités peuvent rentrer dedans, et exactement. À quelque chose près qu'il y a dans la nouvelle loi, il y a marqué que ça ne peut pas être la première activité de Fabrique à Watt.
Voilà, donc il y a des astuces à trouver. Voilà. Donc le lien avec Enedis et aussi le lien avec les consommateurs et les producteurs qui rentrent et qui sortent. Voilà, un consommateur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut dire ben, moi je veux bien que vous me vendez de l'électricité locale, mais derrière il peut s'en aller quand il veut. C'est la loi de consommation qui permet au consommateur de partir quand il veut. Oui. Alors, c'est pas spécifié. C'est pour ça que voilà, il n'y a pas eu de décret sur ça également. C'est pas spécifié. On pense que ça va être sur le chiffre d'affaires. Donc voilà, on ne sait pas. Donc elle gère les entrées et les sorties. Elle fixe les clés de répartition. Donc là aussi, c'est tout un enjeu de comment on fixe les clés de répartition. Pourquoi c'est un enjeu? Là, je vous en ai listé 3, mais en fait, on peut faire ce que l'on veut. On va dire que, non, voilà, on peut fixer comme on veut. Au prorata des consommations, c'est le plus classique, c'est-à-dire que si je suis consommateur et que je consomme 40% de tous les consommateurs de l'opération, 40% de toute la consommation des consommateurs, je vais avoir 40% de la production. Voilà. Donc ça, le prorata, c'est pas mal, sauf quand on a un gros consommateur. C'est-à-dire que si on a plein de petits et on a un gros supermarché, ça veut dire que le gros supermarché va consommer 90% de la consommation totale et va avoir 90% de la production. C'est pas vraiment du partage équitable. Donc, on peut fixer des priorités, c'est-à-dire qu'on va fixer les collectivités en premier. Elles vont d'abord jouir de l'électricité. Après, on va mettre des associations ou des petits commerces. Et en dernier, on va mettre le gros supermarché qui va permettre d'évacuer le surplus. En fait, comme ça, on n'aura aucune injection sur le réseau, une vente à un autre acteur. Et après, on peut faire fixe, c'est-à-dire on peut dire, c'est potentiellement un projet que vous avez, en tout cas qui émerge, c'est-à-dire que moi, j'ai acheté 20% de la centrale, et bien je vais avoir 20% de l'électricité qui est produite. C'est les clés fixes. Donc ça aussi, ça pose d'autres questions. Et après, les dynamiques variables, c'est-à-dire que si monsieur Intel a un tarif qui est différent à 8 heures, le 8 juin, qui est un tarif élevé, on va dire ceux qui sont en EJP à l'ancienne, ceux qui sont en EJP, eh bien, potentiellement on pourrait leur vendre l'électricité à ce moment-là à eux parce qu'ils feront plus d'économies. Et donc faire des pas heure par heure, suivant le tarif, etc. On peut affecter l'électricité à qui on veut, quand on veut. Voilà. Ça, c'est intéressant pour les collectifs citoyens, notamment dans les réflexions. On se met autour de la table et comment on va partager l'électricité entre nous. Voilà, moi, j'accompagne d'autres collectifs citoyens. C'est quand même voilà, des sujets où on a matière à pouvoir débattre et à pouvoir orienter. Ah non, moi, je préfère que ce soit les collectivités. Ah, mais on va peut-être mettre peut-être prioriser les gens en précarité énergétique. Voilà. Il y a des réflexions à avoir derrière tout ça. Également, c'est la personne morale organisatrice, entre autres, qui fixe le prix de l'électricité. Et là aussi, il peut y avoir des réflexions autour de ça. À combien on fixe? Est-ce qu'il y a certains coopérateurs qui voudraient payer plus cher pour permettre à d'autres de le payer moins cher? Enfin, voilà, on peut réfléchir autour de ça. Elle peut gérer la facturation, elle peut superviser le projet et elle peut également faire les investissements dans les moyens de production. Parce qu'à la base, une PMO n'est pas forcément l'entité productrice. C'est celle qui gère, et pas forcément le producteur, mais elle peut l'être. Voilà, c'est une structure obligatoire. Dès qu'on parle d'autoconsommation collective, on parle de personne morale organisatrice. Les différents schémas possibles, donc l'opération ouverte, c'est-à-dire qu'on a un moyen de production et on peut avoir comme consommateur n'importe quel acteur de la société civile. Commune, entreprise, association, particulier. On peut, voilà, dès qu'on a un point de livraison, dès qu'on est consommateur d'électricité, on peut rentrer dans une opération d'autoconsommation collective. Une opération patrimoniale, donc c'est des opérations publiques pour le public. Et ça, moi, j'encourage à toutes les collectivités à partir là-dessus, au vu des tarifs actuels. C'est-à-dire, vous installez sur votre centre technique une centrale PV et vous envoyez en don, vous ne vendez pas l'électricité, c'est vous-même, vous envoyez en don à la mairie, à l'école, à la bibliothèque. Et on va voir sur le modèle économique pourquoi c'est intéressant
de le faire. Et l'opération Fabrique à Watt, des premiers échanges que l'on a eus, prenez en photo, je vous enverrai la présentation, hein, elle sera diffusée. L'opération Fabrique à Watt, ça pourrait être, vous, coopérateurs, vous investissez pour votre centrale pour consommer vous-même l'électricité. C'est-à-dire, vous pouvez être sans investisseurs qui investissent dans cette centrale et vous serez sans consommateurs. Donc ça, c'est des modèles qu'on ne voit pas trop, qui peuvent être intéressants, qui amènent des questions également. Mais c'est à creuser. Je pense que c'est viable, mais ça amène des questions, notamment autour des périmètres. Moi, si je suis à 2,1 km et que je veux jouir de cette électricité-là, comment je fais? Je ne peux pas. Ou je fais une autre boucle. Enfin, voilà, ça amène des questions. Parce que vous allez le voir, les opérations d'autoconsommation collective, ça permet, un, de stabiliser les factures d'électricité, et deux, potentiellement d'avoir de l'électricité moins chère que votre fournisseur d'électricité. Donc ça, la structuration du tarif français s'est fait autour le TURP, le tarif d'utilisation du réseau. Et il y a les péréquations tarifaires, c'est-à-dire qu'on paye le même tarif d'utilisation du réseau partout en France. Et du coup, ça amène des différences qui peuvent ça pose question, en tout cas, de se dire, si je suis à 2,1 km, je n'ai pas le droit de jouir d'une électricité stable et moins chère. Voilà. Où est-ce qu'on fait de l'argent? Parce que c'est quand même un modèle économique. Hein. Après, on peut faire ou pas d'argent dessus, mais pour bien comprendre la structuration. Une facture d'électricité, c'est découpé comme ça. On a une partie en vert variable. On appelle ça, on le note en euros par kilowattheure. Et après, les parties fixes en euros sont en dessous. On ne va pas regarder ce que c'est. Ça pas grand-chose. On va dire que c'est à peu près pareil pour tout le monde. Mais la partie facture, en haut, variable, il y a 3 catégories. Avant la crise de l'électricité, on était à 30%, 30%, 30%. C'était comme ça qu'était répartie une facture d'électricité. La crise de l'électricité a fait augmenter le coût de l'énergie pure. L'énergie fournisseur est passée dans une facture à 60%, c'est-à-dire qu'elle prend 60% de toute la part de votre facture, voire même 80% dans certains cas, quand il y a le bouclier tarifaire de la France, qui est en ce moment, sur l'assise. Et donc, ça fait monter la part de l'électricité à 80%, ce qui est énorme. Hein. Voilà. Ça veut dire que vous, sur votre facture, il y a 80% qui est assujetti à une variable d'ajustement, qui est le marché de l'électricité. Ça pose de gros problèmes. Enfin, là, on arrive à payer, etc. Mais je pense que dans quelques mois, on n'arrivera pas à payer. Il y a tout qui augmente, l'électricité d'autant plus. Nous, en tant que fournisseur, on le voit. Hein, on peut pas. On achète de l'électricité quelque part, on essaye de gérer au mieux cet approvisionnement pour que ce soit le moins cher possible. Mais au final, on est obligé de suivre le marché, on est obligé que ça soit cher, on est obligé de suivre la spéculation du fait de la guerre en Ukraine, la spéculation du fait que le marché soit lié au gaz. Enfin, on est quand même dans un délire qui est pas top. Une des solutions pour nous, Enercop, c'est, comme je vous l'ai dit, d'avoir des moyens de production à nous. Mais une des solutions pour vous, c'est de vous lancer dans l'autoconsommation individuelle ou collective. L'autoconsommation individuelle, on est exonéré de la part variable du TURP et des assises. Donc, on va faire des économies sur toute la partie variable. Sur l'autoconsommation collective, on va seulement faire des économies sur la partie énergie fournisseur, donc sur 60% de notre facture. Avant, on était sur 30%, les modèles économiques étaient bancals. Sur 60%, on est quand même sur des modèles économiques qui sont viables. Voilà. Pour savoir quelle rentabilité on a, il suffit de regarder quel est le prix de mon de l'électron pur sur mon facteur d'électricité et quel est le prix que je peux vendre dans l'opération d'autoconsommation collective ou le prix de sortie de l'électron prix de sortie de l'électron de la centrale. C'est-à-dire combien la centrale m'a coûté, combien elle va produire, sur quelle durée, sur 20 ans, et je vais regarder combien l'électron en sortie coûte. Et si ce coût de l'électron est inférieur au coût de fournisseur, on va faire des bénéfices. Pour vous dire, nous, sur nos parcs au sol, sur des terrains dégradés que l'on fait, c'est des 250 kW crête, on sort aux alentours de 6-7 centimes, le coût brut de sortie de l'électron. Le PR de Flamanville, avec les décalages qu'il a eu, va sortir à 12 centimes.
Donc nous, petite structure que l'on est, gentil, on arrive à être plus compétitif au sol, sur des petits terrains, on parle de 3000 m², c'est pas énorme, hein, 4000. Donc on sort, on est plus compétitif que le PR. À 6 centimes, à 7 centimes, on est à lucrativité limitée, ce qui veut dire qu'on ne va pas se faire de la marge sur la vente, c'est-à-dire qu'on peut sortir de l'électricité à 8 centimes. Actuellement, il n'y a aucun de vous qui a de l'électricité à 8 centimes. Personne. Hein. Alors là, je ne connais pas vos factures, mais j'en suis sûr. Elle est plutôt à 14, 15, 16. Et les collectivités, actuellement, ont des coûts de l'électricité, juste partie énergie, à 20, 23, 24, 25, voire 30 centimes. Donc, voilà, avec des parcs, des centrales, on arrive à sortir à 6, 7 centimes. Vous voyez peut-être l'enjeu qu'il y a de se lancer dans des opérations collectives comme ça. C'est pour ça que je disais aux collectivités, allez-y, parce que c'est quand même super, vous allez faire des économies. Pourquoi se lancer dans l'aventure, surtout en collectif citoyen? Les 3 premiers, on va dire, c'est du classique sur l'énergie. Je les ai pas mis en gras et je vais les passer, je ne vais pas vous les dire, parce que pour moi, c'est vraiment les 3 derniers qui sont le plus impactants. Vous êtes là pour produire, vous êtes là pour consommer de l'électricité locale et verte, mais c'est quand même, ça crée une dynamique locale, sociale. C'est un outil de consommation collective pour parler, pour sensibiliser à la sobriété. Donc, vous avez un atelier après, vous êtes déjà dans ça, pas besoin d'opération d'autoconsommation collective, mais je vais vous dire pourquoi c'est intéressant d'aller vers ça. Et on œuvre ensemble, collectivement, dans une transition énergétique locale et citoyenne, et ça c'est très important. Pourquoi ces 3 derniers, je les ai mis en gras, notamment au projet au Pays Basque, on a vu, c'est sur 11 communes, et bien on a vu les 11 communes, nos 6 communes en majorité, se mettre ensemble autour de la table avec des professionnels, des entreprises, des particuliers. On est aux alentours de 20-25 personnes autour de la table. Je connais bien cette région, c'est là où j'ai grandi, cette commune, c'est là où j'ai grandi. Moi, il n'y avait pas de sujet comme ça. Il n'y avait personne qui revenait autour de la table pour parler d'énergie renouvelable et amener une dynamique. Et en fait, grâce à l'autoconsommation collective, juste avec les partages de l'électricité, et ça a permis aux gens de venir autour de la table et de discuter. Donc, produire, consommer, ok, mais c'est vraiment se remettre ensemble et faire sens collectivement pour une transition énergétique qui est locale et qui n'est pas fait par l'État ou les grandes entités. Je vais accélérer. Donc, dans un projet, il y a l'étude de potentiel. Donc là, il faut identifier les sites de production et qui va être consommateur. Après, il y a toute une partie étude de faisabilité où là, on va rentrer dans les différents calculs de est-ce que vraiment les profils de consommation, les niveaux de tarifs ont une rentabilité. Voilà, c'est à ce moment-là où on définit comment on partage l'électricité, on définit les tarifs de vente. Derrière, on développe classiquement il y a quelque chose près, il y a quelques documents en plus, bien sûr, mais le développement d'une centrale et d'une opération d'autoconsommation collective, c'est à quelque chose près la même chose que vous avez sur votre centrale ou vos centrales. Il y a juste les contrats. S'il y a des contrats de vente, ça veut dire qu'il y a du juridique derrière, qu'il faut un cabinet d'avocats pour relire les petites lignes et tout ça. Et derrière, il y a l'exploitation classique dans des projets de production, mis à part des entrées et des sorties qui peuvent être avérées. Dans les calculs que nous l'on fait chez Enercop, on agrège tous les consommateurs. Vous voyez, ça commence à faire beaucoup de tableaux. En bas, vous avez un supermarché, hein, on en parlait. Et après, c'est d'autres petits consommateurs. Donc ça, c'est des collectivités et des petits professionnels. On agrège tout ça, on regarde la production. Donc on fait, suivant les projets, on fait plusieurs cas, des 36 kg jusqu'à 500 kg, et on voit ce que ça fait par rapport au pôle de consommateurs que l'on a. Derrière, on calcule combien de pourcentage de la facture va provenir du local, combien ça va nous faire d'économies, et donc on détermine vraiment les prix de vente en local, voilà, suivant les typologies de consommateurs. C'est-à-dire que des petits professionnels vont pas avoir le même tarif que des gros professionnels ou des collectivités.
Derrière, ça fait beaucoup à gérer. Il y a des consommateurs, il y a des producteurs, et il y a de la facturation. Comment on gère tout ça? Ça se met en place, hein, petit à petit. On parle quand même de 2018, l'arrivée. Il y a une entreprise qui s'appelle Enogrid, qui est spécialisée dans l'autoconsommation collective, qui a un peu poussé tout le monde à se mettre à la page. Et je pense qu'Enercop est quand même, nous on est arrivé et on est plutôt bien, on a des projets en propre et on a lancé notre plateforme de suivi et de pilotage qui permet, si vous êtes consommateur, d'avoir votre page, de visualiser, ah ben je consomme tant d'énergie du soleil, ah ben mon voisin il consomme tant, et derrière les facturations se font automatiquement, ce qui est quelque chose de bien. Voilà, il y aura le paiement en ligne également. Donc quelques exemples et je termine sur ça. On a la première centrale au sol qui va vendre de l'électricité, donc ça c'est dans le Tarn, qui vend de l'électricité aux communes, là aussi un supermarché, et à des particuliers. Couverture moyenne des besoins des consommateurs, 15%. Donc on parle d'un 250 au sol, qui va tout autoconsommer dans ce rayon-là. La vente de l'électricité, vu que c'est Enercop qui porte le projet, on n'est pas là pour faire de l'argent, donc on vend l'électricité à 6-7 centimes à la collectivité et aux particuliers. Ça, c'est le projet Ismindar au Pays Basque. Donc là aussi, c'est une opération ouverte avec multi-acteurs, principalement les collectivités. C'est porté par un collectif citoyen. Il y a de la vente d'électricité en tarif différencié, il y aura sûrement un tarif social. Ce projet-là a eu la dérogation des 20 km. Donc il y a un terrain de jeu qui est assez chouette et qui regroupe les 11 communes, on le voit là sur le schéma, les 11 communes de l'ancienne communauté de communes d'Aspara. Et Saint-Afrique en Aveyron, donc à Saint-Afrique, il y avait déjà eu un premier parc qui a beaucoup parlé, qui a été porté par Enercop Midi-Pyrénées, et là aussi sur un parc au sol de 250 kW, qui lui n'est pas porté par Enercop, mais qui est porté par la commune, donc qui est accompagné par Enercop, mais qui est porté par la commune, et donc qui va se céder gratuitement l'électricité sur ces bâtiments, et donc qui va faire, voilà, en moyenne 15 à 20% de réduction de facture. Donc c'est quand même non négligeable, surtout à l'heure actuelle où les charges deviennent très importantes pour les communes. Là, on a un moyen de stabiliser, et je dis bien stabiliser, c'est quand même, on vend de l'électricité, mais quand même c'est la stabilité qui parle. Là, les collectivités ne s'attendaient pas à une augmentation de 2 fois 3 fois 4 sur leur facture. Au moins, sur 20% de leur facture, là, ils se diront, elle sera stable et elle sera à 7 centimes. Donc Enercop, bon, je passe, on peut vous accompagner sur toute la partie. Voilà, je termine sur ça. Je vais prendre vos questions. Il me reste un petit peu de temps? Ok, bon, parfait. Après, vous avez un petit atelier sur la sobriété, si je me trompe pas. Je voulais vous en parler un petit peu. Ça sort un peu du cadre de l'autoconsommation collective, mais c'est quand même la priorité. On parle, je le vois dans les collectifs, je le vois dans les collectivités, on parle tout le temps de production. On va produire des énergies renouvelables, c'est bien. On va consommer des énergies renouvelables, c'est bien. Il faut de la sobriété. Pourquoi? Voilà, juste à partir des chiffres, des données publiques. Donc là, vous allez sur Internet, vous tapez consommation des collectivités et des communes en électricité. Et donc, on est sur du réel. Donc, j'ai pris la ville de Puy-Moyen. J'ai pris votre centrale de Ruelle-sur-Tour, qui, je ne me trompe pas sur les chiffres, hein, j'ai pris sur l'énergie partagée, qui produit 212 MWh par an. Donc, soit vous êtes bon en maths et vous allez me donner le résultat. Sinon, vous imaginez la centrale, combien faudrait de centrales pour couvrir les besoins électriques de la commune de Puy-Moyen? 50. Voilà. Donc, le calcul est vite fait, c'est 50. Vous imaginez, donc l'énergie que vous avez déjà mis pour cette centrale, on parle juste de la collectivité ici, de la commune, donc c'est 50. C'est quand même assez énorme. En fait, est-ce que vous allez pouvoir faire 50 centrales de 293 kW crête? J'ai des doutes. Donc, l'intérêt, c'est de réduire, parce que sinon, on n'y arrivera pas. On va passer un peu plus gros, on va passer à Angoulême. 1145 centrales. Ils consomment énormément à Angoulême. Ils consomment beaucoup, oui, on le voit, c'est beaucoup le tertiaire, résidentiel.
Donc on dit les industries et tout ça, blablabla, les petits gestes, oui, ils nous font chier l'État, etc. Avec les petits gestes. Bon, l'État ne fait pas ce qu'il faut. Donc, quand ils disent les petits gestes, il faut quand même faire les petits gestes. Parce qu'on voit que le résidentiel, c'est plus d'un tiers hein, à Angoulême. Hein. Et puis moyen, c'était beaucoup plus de la moitié. Donc si on ne fait pas notre part, on n'y arrivera pas non plus. Et le Grand Angoulême, donc on est à 4444 centrales juste pour couvrir les besoins électriques. Les besoins électriques, l'électricité, c'est pas la majeure partie de l'énergie qu'on consomme en France. Donc c'est énorme, hein, 4440 centrales. Voilà, moi quand j'ai commencé à regarder des chiffres comme ça et qu'on fait les 250 au sol pour les collectivités, et les collectivités elles sont là, ah, non mais le terrain là, bon. Au bout d'un moment, on va arrêter de gna. Vous consommez ça, on doit arriver à ça, et ben donc soit vous réduisez vos consommations, soit on fait une centrale au sol. Enfin, vous ne pouvez pas être tout le temps en gna. Voilà. Les éoliennes, ça produit énormément. Ouais. Pour vous dire, il y a la COPEC. Est-ce que vous connaissez la COPEC? C'est nos amis à La Rochelle qui font un très bon boulot et donc qui ont réussi à choper 3 éoliennes qui, enfin, grâce à l'aide de la commune, qui ont été développées par Valorem. C'est-à-dire qu'ils ont pris la majorité. Donc ils ont la gouvernance de ce parc-là. 3 éoliennes, ça va. Normalement, ça devrait vendre à Enercop, ça va produire 1/12 en 3 éoliennes, 1/12 de la consommation totale d'Enercop. Voilà. Ouais, c'est juste en test. Enfin, voilà. Mais on peut pas mettre des éoliennes dans Angoulême ou enfin c'est compliqué. Pourquoi est-ce que les fournisseurs d'électricité, qui sont des sociétés privées, seraient intéressés à la sobriété? Parce que moins on consomme, moins on paye. Moins on paye, moins ils gagnent. Ouais, bah c'est une très bonne question. Et même nous, Enercop, on essaye d'amener des sujets comme ça, etc. Mais on est dans un modèle économique. Et la sobriété, ça ne rapporte pas. Donc, s'il n'y a pas de modèle économique, il n'y a pas d'acteurs sur ce terrain-là. Il y en a quelques-uns qui se lancent quand même. Hein. Il y a des choses à faire. Mais pour moi, c'est grâce à des collectifs citoyens, grâce à vous qui vous mettiez ensemble et des discussions, grâce à des petites infos comme ça pour avoir des déclics et puis on va commencer à diminuer et on va en parler aux élus, on va commencer à voilà plutôt le bouche à oreille qui marchera sur la sobriété et aussi rester éveillé en fait. Il faut qu'on ait conscience de nos actes en fait et donc cet éveillement là, enfin il faut le garder, faut pas se faire happer par ce monde capitaliste et c'est compliqué. À propos des halls. Ouais. Le micro pour les questions, parce que j'ai l'impression que c'est je prends les questions et à propos d'éoliennes, on a toujours l'image des grandes éoliennes avec un axe horizontal et puis des pales qui tournent. Mais il y a aussi les éoliennes au sol qu'on peut mettre sur des toits avec des grandes pales comme ça, circulaires, et donc un axe vertical. Et ça prend moins de place. Ça prend moins de place, mais c'est plus compliqué à mettre en œuvre, c'est plus compliqué à faire de la maintenance. Il y en a certaines hein, qui commencent à se développer notamment avec des toiles en tissu et tout ça, mais on est à la marge, quoi. En fait, le problème des vents, c'est qu'il faut un vent qui soit stationnaire, enfin laminaire. Voilà, continue. Et donc, en fait, s'il y a des turbulences, et ben derrière, la machine, elle peut tourner, mais à force, elle va mal tourner, et donc elle va s'abîmer, et donc il va falloir faire de la maintenance, etc. Donc c'est compliqué quand il y a soit des bâtiments, même des arbres, hein. Un arbre crée une turbulence derrière, et c'est compliqué. C'est pour ça que les éoliennes vont de plus en plus haut, pour avoir des vents de plus en plus stables et de plus en plus puissants. Et c'est pour ça qu'en mer, ben là, l'éolien va se développer largement en mer parce que c'est très très stable et ça produit énormément. Moi, je suis dans un quartier collectif, les propriétaires, c'est les bailleurs. Est-ce que c'est un quartier super bien exposé, on peut mettre du photovoltaïque? Est-ce que vous avez des expériences
Est-ce que la consommation collective peut se faire au niveau d'un quartier? Oui, oui, oui. Déjà, au niveau, les bailleurs sociaux ont été des premiers acteurs des opérations d'autoconsommation collective. Et après, au niveau d'un quartier, oui, c'est possible. Nous, on va en porter un avec les Lucioles, donc collectif citoyen à La Rochelle, où on co-développe. On co-développe un projet d'autoconsommation collective sur un nouveau quartier où il y aura plus de 800 logements, etc. Donc nous, on va venir s'installer des panneaux sur les bâtiments pour vendre aux différents habitants en ultra local. Et là, c'est un ancien quartier. C'est un ancien quartier, mais tout est possible. Hein. Ouais. J'ai une question sur l'autoconsommation patrimoniale. Vous avez passé quelque chose là-dessus. Ce que je voulais savoir, c'est dans le cas d'une collectivité qui va autoconsommer sur plusieurs de ses bâtiments, mais que sur des bâtiments qui lui appartiennent. Est-ce qu'il y a obligation dans ce cas-là d'avoir une personne morale organisatrice, ou est-ce que c'est pas indispensable? Ben non, c'est pas indispensable. La collectivité peut faire la personne morale organisatrice. Mais elle doit le faire ou elle a juste. Donc dans le lien avec Enedis, c'est une convention d'autoconsommation collective qu'il faut signer. Et dans cette convention, il faut dire qui est la personne morale organisatrice. Et là, il y a juste un commune 2, et les communes sont de fait personnes morales organisatrices parce que tous les bâtiments sont là. D'accord. Et question qui va après, est-ce qu'il y a besoin de faire une clé de répartition dans ce cas-là, ou c'est pas utile? Ça peut ne pas être utile. Le prorata des consommations, c'est le plus simple, parce que le prorata des consommations, Enedis ne vont pas vous demander chaque mois les clés, parce qu'ils savent combien ça consomme, et en fait, ça peut rouler tout seul en étant au prorata des consommations. Après, vous pouvez vous dire, l'école, elle va plus consommer en été, et donc je vais l'enlever. Et donc, qui dit enlever, mettre un coefficient de 0 et affecter le reste aux autres. Donc, il peut y avoir quand même une logique. On peut le faire mois par mois, comme ça, ou c'est pas... Soit on peut le faire mois par mois, soit tous les 6 mois. Enfin, on peut faire ce qu'on veut, il suffit d'informer les listes. Merci. Moi, je vais juste passer sur l'opération patrimoniale, c'est super intéressant pour les communes. Est-ce que le rayon de 1 km il est obligatoire sur les communes rurales et qui sont exposées? Ah, c'est pas pour les communes. Alors, le rayon, c'est 1 km partout de base, c'est la loi. Et en rural, ça peut être 20. Ça peut être 10. Ouais, mais du coup, sur une commune, parfois, c'est assez explosé le patrimoine communal. Oui. Et là, il peut y avoir des dérogues ou pas du tout? Oui, je pense que si on reste sur la commune, que l'opération ne tend pas à aller sur la commune voisine qui peut ne pas être rurale, parce que 20 km après, on gagne énormément en fait. Hein. Et on va dire si c'est une commune et qu'il y a... Angoulême ne sera pas accepté dedans. Quoi. Mais après les autres, je pense que oui. Je ne connais pas les codes INSEE d'ici, au niveau de la ruralité, c'est des notes qu'on donne jusqu'à 7, et de 5 à 7, c'est validé à chaque fois. Voilà. Je dis bien normalement, c'est pareil, les critères n'ont jamais été très, très connus, enfin très, très explicites. Moi j'ai entendu dire, peut-être d'ailleurs une réunion d'Enercop, ça pouvait passer à 5. 5 mégas. Non, à 5 rayon de diamètre. Ouais, potentiellement. Le décret n'est pas sorti encore. Non, il n'y a pas eu de nouvelles sur la puissance et le périmètre. Il y avait la puissance et le périmètre. Ouais. Non, il n'y a pas de nouvelles. Je pense qu'ils travaillent beaucoup en ce moment sur les communautés énergétiques où il y aura des... Oui, c'est une question pratico-pratique. Donc moi déjà, j'ai appris aujourd'hui, bien qu'ayant écouté des explications sur l'autoconsommation collective, qu'on vend l'électricité aux autoconsommateurs, on ne leur donne pas. Donc c'est pas anodin. Hein. Il peut y avoir les deux. Il peut y avoir les deux, on peut, voilà, d'accord. Et du coup, mais on peut la vendre. Et du coup, la question qui est immédiatement derrière, c'est est-ce que les autoconsommateurs est-ce qu'ils sont aussi des investisseurs? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, dans le cas de Fabrique à Watt, est-ce qu'on peut demander à des autoconsommateurs de prendre des parts? Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut et quelles sont les pratiques qui se font? Derrière ma question, c'est, on a vu tout à l'heure qu'on était 300 sociétaires.
Donc c'est très très séduisant, y compris pour moi à titre personnel, d'aller vers ces modèles-là. Mais comment faire pour que ça soit équitable entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va fournir de l'électricité gratuitement ou pas cher à des autoconsommateurs, mais s'ils ne sont pas dans Fabricawatt, en aucune manière, moi, à titre de, là je prends ma casquette membre du conseil coopératif, ça me dérange. Donc voilà, c'est quoi qu'on peut faire, c'est quoi qui se pratique dans les quelques exemples que vous avez en tête. Oui. Alors, on peut tout faire. On peut tout faire. Donc, on peut dire qu'on pourrait avoir une société citoyenne classique qui va juste investir dans les moyens de production et qui vend à qui elle veut ou qui veut. Après, il peut y avoir, ce que vous avez dit, les autoconsommateurs qui peuvent investir dans le moyen de production et après acheter l'électricité de ce moyen de production. Voilà, ça c'est possible. Après, il peut y avoir aussi une entreprise classique, on va dire un développeur photovoltaïque classique qui va venir faire l'installation et vendre à tout le monde. Voilà, c'est pas obligé d'être collectif au début, quoi. Voilà, et on peut être simplement investisseur dans les moyens de production et ne pas être consommateur. Bon, on peut tout faire. Voilà, mais par contre, moi, j'ai pas la réponse idéale pour vous. En fait, c'est là où tout l'enjeu, c'est que ça ne me dérangerait pas de venir animer des ateliers ou autres. Sirena aussi pourra très bien le faire. Autour de ce sujet-là, comment on répartit, comment on vend, à combien on vend, qui peut prendre des parts. C'est à vous de le décider. Et en fait, vous avez un cadre qui permet d'aller plus loin sur ça et qui permet d'avoir aussi du débat. Moi, j'aime beaucoup. C'est déjà chouette de se mettre ensemble pour faire des centrales et faire de la vente en totalité. Mais au bout d'un moment, je pense que ça reste, c'est classique entre tous les projets. Et là, on va quand même rentrer dans le cœur on va se mettre ensemble et discuter de ces sujets. Alors, on a un regard sur l'heure et on voit que ça vous intéresse. Donc, on va encore prendre 2 questions et puis on passera. Alors, il y avait une question là-bas, vous, monsieur, tout à l'heure. Il y aurait une autre question à quel endroit? Voilà. Enfin, il y en a 3, on va essayer de prendre les 3. Donc, il y en a 2 et demi et ça va marcher comme ça. Alors, la question, elle est sur la méthode, puisque finalement, toutes les communes vont devoir, avant la mi-novembre, réfléchir, se concerter pour définir les zones d'accélération des énergies naturelles renouvelables. Ça veut dire en clair qu'on n'avait pas cette idée-là avant en tête de l'autoconsommation collective. Or, pour éviter les rejets, que ce soit pour le photovoltaïque ou même encore plus pour l'éolien, c'est important d'avoir le propos que vous tenez, parce qu'on n'arrivera pas à faire comprendre qu'il faut à la fois faire des efforts sur la sobriété, qu'il faut à la fois faire des efforts, être plus efficace, peut-être aussi chercher même de la flexibilité sans avoir des systèmes locaux qu'on maîtrise. Aujourd'hui, effectivement, on n'a aucune maîtrise sur le système. Et ça risque d'être un problème. On a passé l'hiver dernier très facilement, et le blackout, on va l'avoir d'ici 2040, ça serait étonnant comme on n'est pas 15 blackouts qui montreront qu'on n'est pas organisé pour l'électricité. Donc sur la méthode, c'est comment on fait pour aller au plus vite sur cette notion très simple, parce que vous avez été très efficace sur la façon de présenter les choses, pour que les 34 000 communes, et notamment les 384 de Charente, et au moins les 38 de Grand Angoulême, puissent avoir cette information si précise pour savoir effectivement d'abord si l'aspect éloignement de la production et de la consommation, c'est un truc qui est facile à régler, et deuxièmement, comment on arrive à faire les choses. Et je rajouterai peut-être même une hypothèse, est-ce qu'on est obligé de passer par le réseau, ou est-ce qu'il y a des projets qui existent où on peut montrer qu'en se payant soi-même les câbles, on évite de passer par Enedis, le réseau local, et notamment, si on fait ça, comment on évite le turf? Bon, ça fait beaucoup de questions, désolé. Oui, moi, déjà, merci de pas de reprendre les moyens de production, de reprendre, avoir le sens et dans la gouvernance de nos moyens de production, c'est très important je dirais pas dans l'indépendance, mais dans la souveraineté locale en fait. Et pour faire comprendre, exactement, parce que une fois qu'on est intégré là-dedans, qu'on se dit moi je peux prendre part aux décisions sur la production d'électricité en local, et bien c'est là où peut-être que j'aurai des infos comme quoi on consomme trop et comme quoi il faut que je diminue.
Parce que si je reste isolé, cloîtré avec de l'énergie, avec un robinet qui est ouvert et qui s'appelle l'énergie nucléaire, où on sait que ça produit énormément, et donc ça veut dire quoi énormément? Ça veut dire je peux quand même en consommer tout le temps, quoi, parce que c'est énorme. En fait, non, voilà. Il faut 1140 centrales pour le Grand Golem. Voilà. Pour répondre comment on fait pour aller plus vite, etc., c'est compliqué. Il faut éviter que ce soit les privés qui prennent voilà, il y aura des zones où on va développer des énergies renouvelables. Et il faut que tout le monde sache, que les collectivités sachent qu'on peut stabiliser ces facteurs grâce à de l'autoconsommation collective. On a enfin la possibilité pour les collectifs citoyens, de faire des centrales et de vendre de l'électricité à prix coûtant. En fait, c'est là où le modèle SIC, le modèle collectif, citoyen, est très intéressant. Parce qu'un privé, il va venir installer des centrales et vendre en local, il va se faire une marge dessus. Mais en fait, nous, on sera toujours plus compétitif, parce qu'on va vendre de l'électricité moins chère, parce qu'on fait moins de rentabilité. Et donc après, on aura, il faut que les collectifs citoyens, les communes poussent les collectifs citoyens à maîtriser toutes les futures centrales pour pouvoir se vendre en local. Ça va prendre un peu de temps, de discussion, d'échange. Moi, je serais ravi de venir vous faire des présentations, parler de tout ça. En fait, plus on est à en parler, plus ça permettra de sécuriser des moyens de production aux mains des citoyens. Et enfin, on a un outil pour pouvoir le faire et être meilleur en fait que les privés. Sur Enedis, non, il ne faut pas aller sur ça. Enedis, c'est très très bien ce qu'ils ont fait. Enfin voilà, le réseau français est très bon. Il s'adapte très bien à Enedis, il pousse l'autoconsommation collective. Et puis surtout, tirer un câble de 2 km, il finira comme ça et il vous coûtera très très cher. Et ce ne sera pas viable. Donc quand même, avec les compteurs communicants, on ne sera jamais à l'abri du fait qu'on ne pourra pas maîtriser à un moment donné où vous avez la carte, où l'État dit la priorité est pour ça, et vous mettez un petit peu comme pour l'eau. Exactement, c'est ce que j'allais faire le rapprochement. On est exactement l'eau a un temps d'avance. L'électricité, on va arriver sur ça. Oui, il y aura on peut couper les compteurs communicants à distance. Oui, même moi, je développe le photovoltaïque, j'accompagne les porteurs de projets, mais j'ai accès au logiciel Enedis. Je peux vous couper du jour au lendemain, si vous voulez. Hein. Donc oui, c'est possible. Voilà. Et l'eau, c'est bien le symbole qu'on a préféré. Enfin voilà, on préfère l'agriculture intensive et leur donner de l'eau plutôt, et même les golfs, etc. Donc c'est des sujets sensibles. Oui. Ce que vous avez présenté ici me paraît séduisant, mais me pose quand même une question. Ça veut dire qu'il vaut mieux être dans une commune où soit il y a beaucoup de vent, soit beaucoup d'ensoleillement, parce qu'on va avoir à ce moment-là des tarifs plus bas que les personnes qui vivent dans des communes qui n'ont pas ces qualités-là. Je pense que le fait d'avoir un tarif global pour la France est un gage de solidarité nationale, et là, je vois qu'on est en train d'en sortir. Oui, c'est de bonnes questions. Voilà, le périmètre est aussi important. On voit que le 2 km, en fait, si la commune à côté, elle peut pas. Il y a aussi les patrimoines, ça se passe à une église classée, et donc elle peut vraiment pas produire. Donc le 20 km est intéressant, parce que peut produire, sa commune voisine peut produire pour la commune qui a un patrimoine qui est préservé. Après, oui, depuis l'ouverture du marché, c'est sûr qu'on n'a pas le même prix partout en France. Hein. Après, le tarif d'utilisation du réseau, là, oui, on a une péréquation tarifaire. Mais après, non, il y a des fournisseurs qui ont vendu de l'électricité ultra cher pendant la crise. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, poussons un modèle Enercoop, poussons un modèle de lucrativité limitée, et on aura de l'électricité qui sera toujours le même prix pour tout le monde. Et après, il y aura des bulles à des endroits, oui, qui pourront être maîtrisés. Mais en fait, derrière, il faut aussi des réflexions plus globales au niveau de l'État. Si ces centrales-là, elles arrivent à sortir à des prix bas à ces endroits-là et qu'on ne peut pas les sortir des mêmes prix ailleurs, peut-être qu'il pourrait y avoir une aide, une subvention pour ces communes qui n'arrivent pas à le faire. Enfin, voilà, on peut s'imaginer des choses. Moi, je ne veux pas qu'on s'arrête à se dire « Ah, mais il y a des complications à venir et des flous ».
non, avançons, réfléchissons, et en fait c'est l'intelligence collective qui va nous mettre des barrières ou qui va nous faire avancer vers tel endroit. Et juste pour compléter la réponse, peut-être que dans certains pays, dans certaines régions nord de la France où il y aura moins de soleil, on pourra peut-être développer de la méthanisation, enfin d'autres moyens de production qui pourront bénéficier de ce genre de système, mais avec d'autres ressources, quoi. Oui, l'importance du mix. Ouais. Je reviens juste sur la question qui avait été posée tout à l'heure par Dominique. Moi, c'est juste pour éclaircir un point. Est-ce qu'une site comme Fabrica Watt, par exemple, peut réserver la distribution d'électricité dans ce qui est produit ici à ses seuls adhérents? Oui. Il y a quand même les 2 kilomètres. Dans la réserve. Exactement. Voilà, il faudra déménager, vous allez faire le quartier Fabrica Watt. Ah bon. Oui, mais juste pour ça, pour compléter, en fait, avancer quand même, le rayon de 2 km va bouger, enfin de 1 km va bouger, ce périmètre-là va bouger parce qu'il y a des communautés énergétiques qui vont sortir. Justine, qui potentiellement va vous accompagner sur le projet, en tout cas, Justine, c'est une avocate du cabinet LLC, disait sur les communautés énergétiques de Skisti, on pourrait avoir une maille départementale de vente d'électricité. Donc on reviendrait aux régies, etc. Blablabla. Mais en fait, voilà, faut pas s'arrêter non plus à ça, faut avancer. Au début, ça sera peut-être pas tout le monde de Fabrica Watt, mais moi je pense que dans les années à venir, oui, le périmètre sera plus grand. Alors on va prendre une dernière question, et puis après on passera à l'animation suivante, et ravi de voir que le sujet vous intéresse. Et je vais rester pour manger, voilà, je vais vous montrer un peu plus tard, donc je serai là. C'est passionnant. J'ai juste une question qui m'a semblé bloquante là pour Fabrica Watt, c'est que ça ne puisse pas être l'activité principale. Ce qui veut dire qu'on doit développer un chiffre d'affaires supérieur sur une activité d'installation ou autre pour pouvoir. Donc pour une collectivité, pas de souci. Pour une structure comme la nôtre, je pense pas. Voilà. Ouais. En tout cas, c'est pas jouable aujourd'hui. Ouais. Comment vous voilà. Sur le projet du Pays Basque à Ispindar, c'est une problématique. Voilà. Dans ce qui émerge, les solutions, il y aura des solutions. Il y a des privés qui sont insectés sur ça. Donc, ils n'ont pas l'air inquiets. Et si eux ne sont pas inquiets, ça devrait aller. Et donc, les solutions Ispindar aux Pays-Bas, ça serait la PMO serait portée par Enercop Nouvelle-Aquitaine en mode SIC. Et après, l'investissement par Ispindar, en fait. Et donc, le modèle, il tourne. Et nous on se fait de l'argent ailleurs. Donc, voilà, on ne devient pas, c'est pas notre principale activité. Mais là aussi, c'est une phrase dans la loi qui n'a pas d'explication derrière. Et même les avocats, ils sont, enfin, on a autant d'explications que les avocats en ont. Merci, Mickaël. Merci à vous de l'invitation.